Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur la sécurité pour un GSUB Bordeaux. Je suis Jérémy Truffier, élève de 4e année de cette école. Curieux au sujet de tout ce qui tourne autour de la sécurité, j'ai décidé de participer au laboratoire sécurité d'un GSUB Bordeaux. Ce podcast est donc le compte-rendu de mon dernier projet accompli au sein de ce labo et portera sur les antivirus et les virus indétectables. L'objectif premier de ce projet était de développer un virus le plus furtif possible. L'objectif sous-jacent, quant à lui, était de me familiariser avec l'assembleur, les différents types de virus et tout ce qui concerne leur détection. Tout d'abord, avant d'essayer de réaliser un virus invisible aux yeux des antivirus, il est indispensable de connaître ces derniers et de détailler avec précision quelles méthodes ils utilisent pour détecter les virus et ainsi assurer la protection de nos machines. Ensuite, bien évidemment, nous verrons comment contourner ces méthodes. Des explications théoriques, mais aussi techniques, avec quelques démonstrations. Commençons dès à présent par les différentes méthodes de détection. La méthode la plus connue est bien entendu la détection de la signature d'un virus en utilisant la base de données virale de l'antivirus. Dès qu'un nouveau virus apparaît, les éditeurs d'antivirus sautent dessus afin, dans un premier temps, de trouver une signature commune et constante à toutes les copies de ce virus. Cette signature est tout simplement une suite binaire relativement courte qui servira d'identification pour le virus. Cette signature doit être la plus courte possible pour ne pas fournir une base virale trop imposante. Mais elle doit également être suffisamment longue pour éviter de détecter un fichier sain qui comporterait le même morceau de code. Lors d'un scan, l'antivirus recherchera chaque signature virale dans les fichiers scannés à la recherche d'un fichier potentiellement infecté par un virus. Alors, la détection de signature ne suffit pas car elle implique un intermédiaire. C'est l'éditeur du logiciel qui doit sortir rapidement une nouvelle base de données virale plus à jour pour éviter tout dommage. L'analyse heuristique, présente dans la grande majorité des antivirus, se distingue par sa particularité à détecter des virus non encore référencés. Pour cela, elle va donc se baser sur les 3 points suivants: analyse comportementale, détection de méthodes de contournement communes et la sandbox, que je vais détailler dès maintenant. Le premier, c'est l'analyse comportementale. Notre heuristique va désassembler le fichier potentiellement dangereux à l'exécution par exemple de ce dernier, puis observer le code à la recherche de suites d'instructions dangereuses ou des appels système suspicieux. Cela peut être par exemple l'appel à des méthodes de partitionnement ou d'effacement en masse dans des répertoires interdits, comme System32 sous Windows. On ne va pas autoriser une application qui comporte du code permettant de déplacer des fichiers de System32. Alors, avant de vous introduire le second point de l'analyse heuristique d'un antivirus, il faut que je vous détaille un peu la structure d'un fichier PE, c'est-à-dire un fichier portable exécutable, les fichiers exe tout simplement de Windows, comment ils sont constitués. Donc, chaque fichier est décomposé en plusieurs parties, donc, que vous voyez sur le côté de l'écran. Au tout départ, la première chose lue lors de l'exécution d'un fichier est le DOS-MZ-header dans le cas où l'exécutable est exécuté sous MS-DOS. Donc cet header, il sert uniquement à afficher un message d'erreur s'il est exécuté avec MS-DOS, pour dire que ce programme n'est pas compatible. Donc les exécutables sous Windows gardent une rétrocompatibilité quand même avec MS-DOS. Le file header, quant à lui, contient le point d'entrée du programme. Le point d'entrée d'un programme, c'est à partir d'où dans le fichier on va commencer à lire et à exécuter tout le corps du programme. Ce file header va également faire la liaison avec la section table et y charger des informations, des attributs. Cette section table que nous retrouvons juste en dessous, elle liste les différentes informations sur les sections du fichier. Leur taille, leur emplacement par exemple. Et ces sections
Donc on a par exemple le data. Notre fichier va être subdivisé en plusieurs sections. Donc par exemple, data, ça va servir à initialiser des variables. La section texte va contenir le corps du programme avec un point d'entrée. Les virus, aussi diversifiés soient-ils, sont dits infectieux. C'est-à-dire qu'ils peuvent infecter des fichiers sains du système. Il y a 4 types d'infections souvent utilisées. Il y en a d'autres, mais elles ne sont plus ou peu utilisées, donc je vais juste détailler ces 4-là. Donc, nous avons déjà l'appender. Le virus va ajouter une dernière section au portable exécutable et faire pointer le point d'entrée dans cette section. Une fois l'exécution de cette section terminée, on renverra vers le point d'entrée original et le programme continuera son exécution normale. Nous avons les cavity virus. Donc, dans chaque section, il y a souvent des espaces vides. Ces espaces vides sont tout de même représentés dans la taille du fichier. Donc, il est ainsi possible de découper notre virus en grand nombre de parties et d'insérer ces parties dans les espaces vides, en rajoutant une instruction jump permettant de sauter à la partie suivante. Ces virus ont l'avantage de ne pas modifier la taille du fichier original et peuvent donc éviter d'être détectés manuellement. Alors, en troisième type d'infection de virus, nous allons trouver l'overwriter. Alors l'overwriter, il est complètement destructif. On va écraser chaque section. Le code viral s'exécutera donc en lieu et place de l'application initiale. L'application initiale, quant à elle, est totalement perdue. Et un programme infecté par ce virus ne fonctionnera tout simplement plus. Tout ce qu'il fera, c'est exécuter le virus. Alors, nous avons enfin le prepender. Alors, le prepender, c'est comme l'appender, sauf qu'ici, une section est ajoutée juste avant les autres. Alors, bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, cette liste n'est pas exhaustive. Le monde du hack est un domaine informatique qui évolue très rapidement et de nouvelles méthodes viennent et s'en vont. Il y en a également qui ne sont jamais dévoilées. Donc, voilà. Alors, cette conception de fichier, donc cette architecture de fichier, est régie par certaines règles. Donc, ces règles peuvent être utilisées pour détecter des incohérences. Donc, dans l'entête, on va trouver la taille complète du fichier, non altérée. Donc, si la taille du fichier non altérée ou le nombre de lignes contenues dans le fichier ne correspond pas avec la vraie valeur, la valeur actuelle, ça veut dire que un virus ou un autre programme a modifié notre programme. Et donc, on va interdire l'exécution de ce programme-là, de cet exécutable-là. Donc certains antivirus modifient aussi le PE File Leader pour faire pointer vers une entête en fin de fichier. Donc là, il y a sûrement un problème, donc on ne va pas non plus exécuter le fichier. On va aussi rechercher des routines d'obfuscation, mais je vous en parlerai mieux tout à l'heure, utilisées par beaucoup de virus, qui permettent de masquer le virus aux yeux des antivirus. On va partir à la recherche d'instructions inutiles. S'il y a beaucoup d'instructions inutiles dans un programme, par exemple on saute, on fait des boucles qui ne servent à rien, on rajoute des conditions qui ne servent à rien. Si elles sont trop nombreuses, ça pourrait signifier qu'un fichier est corrompu. C'est pas normal. Donc, on va aussi mettre un avertissement à l'utilisateur pour dire que ce fichier est potentiellement viral ou potentiellement sain. S'il est potentiellement viral, bien entendu, on va bloquer le programme et demander une autorisation à l'utilisateur. Alors, le problème des antivirus vis-à-vis de cette partie-là, de cette conception suspecte
du fichier, c'est que passé un temps, il y avait beaucoup de compresseurs de code ou d'obfuscateurs de code qui étaient des programmes totalement légaux qui permettaient, on leur donnait un exécutable en entrée, donc un exécutable d'un programme qu'on avait fait par exemple, qui faisait une dizaine de mégaoctets. En sortie, il nous redonnait un exécutable qui ne faisait plus cette fois-ci que 1 ou 2 mégaoctets, puisqu'il aura nettoyé l'exécutable et il aura compressé d'une certaine manière que dès qu'on commence à l'exécuter, il se décompresse automatiquement en mémoire et continue de s'exécuter. Donc ça ne pose aucun problème, c'est pas un virus, rien du tout. Mais beaucoup de virus utilisent les mêmes méthodes pour cacher justement leur virus aux yeux des antivirus. Donc les antivirus récents n'autorisent pas forcément ces programmes qui sont compressés, obfusqués. Beaucoup de ces programmes ne fonctionnent désormais plus. C'est un peu dommage, mais en même temps ça nous permet de détecter un grand nombre de virus selon des critères assez simples et évolutifs. Finalement, la dernière méthode, c'est la sandbox. On va dérouler le programme, on va l'exécuter et voir ce qu'il s'y passe. Alors, on va pas le faire n'importe comment. L'antivirus va instantanément créer un environnement virtuel de test, donc basique, tout simple, en conservant un accès en lecture au système d'exploitation, puis exécuter l'application dans cet environnement clos. Si l'application veut écrire dans certains fichiers, alors ces fichiers sont écrits directement dans l'environnement et l'application est autorisée à les réécrire. Les fichiers qui sont écrits de cette manière dans l'environnement clos ne peuvent donc infecter l'environnement sain qui n'est accessible qu'en lecture depuis cet environnement clos. Bon, il y a plusieurs modes de fonctionnement de Sandbox. Là, c'est un des modes de fonctionnement. Une fois l'exécution de l'application terminée, ou alors au bout d'un certain laps de temps, parce qu'il faut éviter de monopoliser toutes les ressources système, l'antivirus va comparer l'environnement utilisé avec un nouvel environnement sain. Il est donc à même de détecter des modifications suspectes effectuées sur des fichiers. C'est la fin de ce premier podcast concernant les virus indétectables. Dans le suivant, nous entrerons dans le vif du sujet et nous verrons les différentes façons d'échapper à la vigilance des antivirus. À bientôt.